Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. À la une de l'actualité ce soir, Honorine Porsche, auteur du braquage dans une agence de la Robank, a écopé ce mercredi une peine de 10 ans de prison pour terrorisme. C'était lors de l'audience foraine au tribunal militaire de garnison de Kinshasa. Interdiction d'accès aux taxis-motos dans plusieurs zones stratégiques de la capitale. C'est au travers d'une note circulaire que le ministre des Transports a annoncé la nouvelle mesure. À l'international, le Fonds mondial a recueilli 11,34 milliards de dollars d'engagement pour son prochain cycle triennal, un montant inférieur à son objectif de 18 milliards de dollars. On en parle dans un instant dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Voici votre journal. Bienvenue à tous. Honorine Porsche, auteur d'un braquage spectaculaire dans une agence de la Robank à la place Victoire au centre de Kinshasa, a écopé mercredi une peine de 10 ans de prison pour terrorisme lors de l'audience foraine devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe en République démocratique du Congo. Par ce motif, le tribunal condamne la prévenue Honorine Porsche à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire prononcé l'unique peine la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale, a prononcé le major Freddy Eoumé, juge président. Autre chose, en République démocratique du Congo, le projet de dialogue national continue de diviser pouvoir, opposition et acteurs religieux entre espoir d'apaisement et calcul politique. Le processus peine à démarrer alors qu'un consensus semble se dégager sur la nécessité de sa tenue. Le lieu constitue encore la pomme de discorde entre protagonistes. José Junior Owawa. Ayant pris part le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le ministre de la Santé et de la Formation professionnelle, ainsi que le vice-ministre de l'Intérieur, après la communication du président de la République, les différents points d'information, mais aussi l'examen et l'adoption des textes. Les chefs de l'État et les membres de l'exécutif qui ont pris part à cette réunion restreinte ont discuté de la situation sécuritaire à la fois dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la partie ouest, dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mobondo. Notons que le président Félix Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et celui de la Défense de renforcer les dispositifs sécuritaires mis en place et de veiller à la protection des populations. Le VPM en charge de la défense nationale a fait le point de la situation opérationnelle. Il a été précédé par la vice-ministre représentant le VPM en charge de l'intérieur qui, à son tour, a dressé l'état de l'administration du territoire. Pour sa part, le ministre de la Santé, clôturant ce point, a informé de l'annonce dans le prochain jour de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï. Le ministre de la Formation professionnelle, représentant le ministre de la Justice en mission, a présenté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège prenant cours à partir du 3 décembre 2025.
Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, a convoqué ce mardi 25 novembre à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion restreinte du gouvernement pour s'informer sur la situation sécuritaire à la fois dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la partie ouest, spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mubondo. Didier Ilunga nous en dit plus. Le ministre national des Mines, Louis Atum Kabamba, a pris part au forum de haut niveau sur l'affinement et le renforcement du modèle de cadrage macroéconomique à travers la prise en compte des prévisions des recettes budgétaires issues du secteur extractif. Organisé par l'ITIE RDC au chapiteau du Pullman dans la commune de la Gombe. Ce forum de 2 jours, officiellement lancé par le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, a réuni les décideurs publics, les institutions financières nationales et internationales, les administrations sectorielles, les représentants des entreprises minières ainsi que les partenaires techniques engagés dans la gouvernance et la planification des revenus issus des ressources naturelles. En tant que ministre du panel de haut niveau, le ministre des Mines est intervenu sur l'importance stratégique de la modélisation financière pour renforcer la supervision et la régulation du secteur minier. L'enjeu de la transmission des données certifiées et vérifiées au noyau prévision des recettes extractives du CPCM. Du haut de cette tribune d'expression, le ministre Louis Atum Kabamba a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République sous le leadership du président de la République, chef de l'État, à faire du secteur minier un levier structurant du développement national. Il a également rappelé la nécessité d'un partage équitable des bénéfices miniers, du respect strict des lois et normes nationales, ainsi que des obligations réciproques entre l'État et les investisseurs. Louis Atum a souligné par ailleurs les initiatives visant à préserver et stimuler l'investissement dans l'après-exploitation. Avant de terminer sa communication, le ministre des Mines a salué la tenue de ces forums dont les conclusions contribueront à renforcer la coordination institutionnelle, à améliorer la fiabilité des projections des recettes extractives et à soutenir une planification budgétaire alignée sur les ambitions nationales. L'affinement et le renforcement du modèle de cadrage macroéconomique est une rencontre stratégique qui place plus que jamais la fiabilité des données extractives au cœur de la planification nationale. Prenant la parole lors de ces assises, le ministre des Mines, Louis Atum, a salué la tenue de ce forum dont les conclusions contribueront à améliorer la fiabilité des projections des recettes extractives et à soutenir une planification budgétaire alignée sur les ambitions nationales. Selon le Mercurial publié par le ministère du Commerce extérieur pour la période du 24 au 29 novembre 2025, le produit minier congolais enregistre une évolution contractée sur le marché international. Plusieurs métaux industriels, dont le cobalt, le nickel et le zinc, affichent une tendance baissière. Une baisse légère mais significative, souvent liée au ralentissement de la demande mondiale dans le secteur de la construction, de la métallurgie et de batteries. Dans le même temps, d'autres produits stratégiques se renforcent. C'est le cas de l'or, du cuivre, de l'étain, de l'argent et du concentré de tantale, tous orientés à la hausse au cours de cette période. Des progressions qui s'expliquent notamment par les tensions économiques internationales faisant monter les valeurs refuges comme l'or, mais aussi par la demande soutenue de l'industrie électronique et technologique. Ces variations reflètent le mouvement habituel du marché mondial, influencé par les niveaux de production, la spéculation, les stocks disponibles et la conjoncture économique globale. Pour un pays comme la RDC, fortement dépendant de ses exportations minières, ces fluctuations restent un indicateur clé de la santé des recettes publiques et de l'activité économique. National des minéraux évolue en dents de scie cette semaine, selon la récente Mercurial du ministère national du Commerce extérieur pour la période allant du 24 au 29 novembre 2025. Plusieurs métaux clés tels que le cobalt et le nickel reculent alors que l'or, le cuivre et l'étain repartent à la hausse. Commentaire de Daniela Kalala.
Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et l'ambassadrice du Royaume-Uni, Alison King, ont officialisé mardi 25 novembre à Kinshasa un accord ouvrant largement les marchés britanniques aux produits congolais. Désormais, 99% des exportations made in DRC pourront entrer au Royaume-Uni sans droit de douane, une opportunité majeure pour des filières comme le café, les cacao ou les épices. Julien Paluku présente cette mesure comme un aboutissement de la diplomatie économique engagée par le gouvernement. L'accord s'articule autour de 4 axes: la facilité des échanges via le portail d'information commerciale, la dématérialisation de procédures, les renforcements des capacités de producteurs et des PME, ainsi que la mise en conformité aux normes internationales. La partie britannique salue la volonté de la RDC de s'imposer comme un acteur agricole de poids, tout en rappelant les défis à relever. Productivité, transformation locale, qualité et normalisation demeurent indispensables pour tirer pleinement profit de cet accès préférentiel. Londres promet à ce titre un appui technique aux organismes de contrôle et aux petites entreprises congolaises. Avec la signature de cet accord, la RDC affirme sa détermination à aligner ses filières sur les standards internationaux et à accroître la présence de ses produits sur les marchés mondiaux. Reste une question centrale: les pays pourra-t-il saisir pleinement cette opportunité alors que sa capacité de production, notamment industrielle, demeure encore limitée? L'ouverture du marché britannique constitue une avancée notable, mais son impact dépendra de la capacité du secteur agricole et agro-industriel congolais à monter en puissance pour répondre aux exigences de volume et de qualité. La République démocratique du Congo franchit un pas important dans son ouverture commerciale ce mardi 25 novembre. Un nouveau partenariat entre la RDC et le Royaume-Uni vient d'être lancé à Kinshasa. Il permettra à 99% des produits agricoles congolais, dont le cacao, le café et les épices, d'entrer sur le marché britannique sans droit de douane. Une avancée saluée comme une victoire de la diplomatie économique congolaise, alors que le pays dispose encore de peu de produits exportables sur les marchés internationaux. Daniela Kalala. Et puis autre chose, le ministre provincial des Transports et Mobilités urbaines de Kinshasa a annoncé le mardi 25 novembre 2025 une nouvelle mesure visant à renforcer la sécurité routière et de fluidifier la circulation dans la capitale. Une note circulaire interdit aux taxis-motos de circuler dans plusieurs zones stratégiques, notamment Kitambo Magasin, le boulevard Triomphal et l'avenue Kassavubu, une décision qui suscite des réactions chez les motards. C'est un reportage de Myriam Likio. Dans cette note circulaire, Jésus Noël Cheki interdit aux conducteurs des taxis-motos d'accéder à certaines grandes artères de la capitale. Parmi les zones concernées, Kitambo Magasin, le boulevard Triomphal ainsi que l'avenue Kassavubu. Selon les autorités urbaines, cette mesure vise à décongestionner les réseaux routiers et améliorer la sécurité dans des zones fortement fréquentées. Les conducteurs des taxis-motos, communément appelés Wewa, expriment déjà leur mécontentement. Petrus Ilunga, président de l'association libre des motards du Congo, dénonce une décision solidaire du ministre provincial de Transport et Mobilité publique. Tomoni yango, mais ils attendent l'importance morote. Pour la nine, bato moto, baza misalate. Sotali moto lelo et diminuer quand même sommage ya misala. Sotali moto lelo vraiment et diminuer moi. Umona mutabanova na ndaku aza musala te oleke yake de simba machette mais azui quand même moto na ya zobula mais bango bazwa na décision moko ya ke o moto ko ma boulevard te moto ko ta lumumba te Kassavubu parce que po bato moto na ba ke tambola wapi misala nini bango ba ye nango poto tika moto to banda osala misala ngo. Le roi a posé bato bakufa, po bato bakufa. Po lobe indaki na boulevard Masese beti, bato musu baza na hôpital. Et babimisi bato tête de ville, ba di progrès, balati bango ba gilet, po ba banda okanga ba moto bato ezobunga. En tout cas, ezaki to côté ba mekana ko riva eloko wana basali. En
En somme, si la mesure a tant fluidifié la circulation et renforcé la sécurité dans la capitale, elle met également en lumière la nécessité d'un dialogue plus inclusif entre les autorités et les acteurs du transport informel, afin d'éviter des solutions apportées et créer d'autres problèmes sociaux. C'est au tour, mesdames, messieurs, de la page internationale à présent. En cette fin du mois de septembre, l'État sénégalais a enregistré des dépenses ordinaires de 3 220,8 milliards de francs CFA, représentant 73,7% des crédits de la loi de finances rectificative. Les détails avec Rosie Chioyo. Bien que le déficit budgétaire atteigne 4,88% du PIB, ce chiffre reste sous l'objectif annuel de 7,82%, mais dépasse le critère UMOA de 3%. L'État œuvre à une consolidation budgétaire lente dans l'absence d'accord récent avec le FMI et avec une notation souveraine diminuée par S&P et Moody's. Les dépenses se caractérisent par des rigidités majeures. La masse salariale, qui s'élève à 1082,8 milliards de francs CFA, occupe 33,6% des dépenses ordinaires, augmentant de 3,7%. Les charges de la dette atteignent 705,7 milliards, concentrées à 78% sur la dette extérieure. De plus, les subventions énergétiques en hausse de 51,4% atteignent 411,6 milliards, creusant les transferts à 36,3%. Les investissements s'élevant à 1092,2 milliards sont principalement financés à l'extérieur et devraient voir un rattrapage en fin d'année. Côté recettes, l'État a mobilisé 3 254 milliards, soit 69,7 milliards des objectifs annuels, grâce à une hausse de recettes fiscales de 7,6%. En conclusion, malgré un déficit mieux contrôlé, le Sénégal débat de nombreux défis: soutenabilité de la dette, cumul des charges, augmentation des transferts et limitation en investissement intérieur. Je l'ai dit tantôt, lors d'une levée de fonds de haut niveau organisée à Johannesburg le 21 novembre 2025, le Fonds mondial a recueilli 11,34 milliards de dollars d'engagement pour son prochain cycle triennal, un montant bien inférieur à son objectif de 18 milliards de dollars. Ce déficit souligne la pression croissante qui pèse sur le financement de la santé mondiale au moment même où la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme entrent dans une phase critique. C'est un élément de Rosie Chioyo. Le 21 novembre 2025, les dirigeants mondiaux se sont réunis à Johannesburg pour une conférence de haut niveau sur la levée de fonds, s'engageant à traverser 11,34 milliards de dollars américains pour soutenir les efforts du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme au cours des 3 prochaines années. Ce montant est inférieur de 6,66 milliards de dollars américains à l'objectif de 18 milliards, soulignant l'impact du resserrement des budgets d'aide et des pressions financières mondiales. Les responsables ont averti que ces déficits de financement pourraient ralentir les progrès dans la lutte contre ces 3 maladies, en particulier dans les régions où les taux d'infection restent les plus élevés. Depuis sa création en 2002, le fonds a contribué à sauver environ 70 millions de vies grâce à des investissements dans les traitements antirétroviraux, les moustiquaires imprégnées d'insecticides et les programmes de traitement de la tuberculose. Malgré ce succès, le paysage plus large de l'aide au développement est sous pression. Certaines analyses suggérant une baisse potentielle de 30 à 40% des financements alloués à la santé mondiale d'ici 2025 par rapport à 2023. Pour combler le déficit de financement dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Fonds mondial vise à réduire son budget de fonctionnement de 20% d'ici 2026, à accroître son efficacité et à privilégier les pays dotés de systèmes de financement de la santé mondiale robustes. Ce journal, c'est aussi la revue de presse que nous prenons tout de suite avec Dormomat.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Nous commençons avec Géopolis Hebdo qui note qu'à l'approche du congrès extraordinaire, le bicéphalisme refait surface au sein de l'UDPS. À quelques jours de la tenue du congrès du 10 au 14 décembre 2025, les violons sont loin de s'accorder malgré la médiation de la haute autorité politique de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi. Le 24 novembre, la commission égalité hommes-femmes a dénoncé la mauvaise foi des Déo Bizibou, accusé de s'opposer à la tenue du congrès. La polémique est née après la publication par celui-ci d'une liste de membres de la commission technique d'organisation, une initiative jugée inopportune et susceptible de créer la confusion. Géopolis Hebdo rappelle qu'il y a 2 mois, Augustin Kabouya et Déo Bizibou s'étaient réconciliés sous l'égide du chef de l'État après plusieurs mois d'antagonisme. Avec Congo Nouveau, nous changeons totalement de registre. Le journal rapporte la suggestion du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni d'une fédération militaire régionale regroupant l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, la Somalie, le Rwanda, le Soudan et la RDC. Pour Museveni, cette structure permettrait une planification collective et une capacité de réaction rapide aux crises tout en prévenant les ingérences étrangères. Mais Congo Nouveau souligne que cette proposition risque de se limiter dans l'imaginaire de l'octogénaire ougandais, notamment en raison des relations exécrables entre la RDC et le Rwanda qui pourraient plomber ces projets. Africa News, de son côté, dresse un tableau sombre de la capitale congolaise et titre que Kinshasa suffoque sous les ordures et les chaos routiers. L'appel de l'ONG ACAJ résonne dans les rues abîmées et nauséabondes. Kinshasa, jadis flambeau d'espoir, devient un cauchemar urbain où l'insalubrité atteint des sommes vertigineuses. Les avenues sont jonchées de déchets, les embouteillages forment une symphonie de désespoir, le marché sauvage et le plastique transforment la ville en dépotoir à ciel ouvert. Le quotidien évoque aussi l'ambiance infernale, la pollution sonore et l'odeur des ordures brûlées qui rappellent les déclins programmés de cette mégapole où la santé publique se retrouve en grand danger. Enfin, le quotidien revient sur le calvaire vécu par les Congolais au poste frontalier de Kobero entre la Tanzanie et le Burundi. Ce qui devrait être une route de secours pour fuir l'insécurité de l'Est s'est transformé en un véritable enfer. Le voyageur évoque humiliation, torture psychologique et discrimination. Les docteurs John Kitumaini et d'autres témoins décrivent une atmosphère glaciale faite de cris, ordres brutaux et fouilles intimidantes. Une voyageuse se souvient: un agent m'a dit que les gens du Kivu sont tous suspects. J'ai senti mon cœur s'est brisé. Une douleur morale qui s'ajoute aux épreuves du voyage. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est la fin de ce journal, mais avant de boucler complètement, je vous rappelle les titres. Vous avez suivi dans ce journal le dossier braquage à la Robank. Honorine Porsche, auteur du braquage dont l'agence Robank a été écopée ce mercredi à une peine de 10 ans de prison pour terrorisme. C'était lors de l'audience foraine au tribunal militaire de garnison de Kinshasa. Vous avez également suivi l'interdiction d'accès aux taxis-motos dans plusieurs zones stratégiques de la capitale. C'est au travers d'une note circulaire que le ministre des Transports a annoncé la nouvelle mesure. Et puis à l'international, le Fonds mondial a recueilli 11,34 milliards de dollars d'engagement pour son prochain cycle triennal, un montant inférieur à son objectif de 18 milliards de dollars. Ce journal prend totalement fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-moi très prochainement et je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.